Donc, pour rappel du format, on va faire aujourd'hui un temps d'échange d'1 heure. On aura terminé donc à midi et demi autour de la question en tout cas chercher à explorer la question de la gouvernance partagée. Juliette nous fera une présentation autour d'holacratie. Simplement pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes partis de la SCOP Semawi. Donc c'est une SCOP installée à Grenoble et notre gouvernance aujourd'hui est structurée en holacratie avec 6 salariés associés. Notre métier en tant que tel est vraiment l'accompagnement managérial d'organisation d'équipe pour qu'elles puissent faire du travail, en fait, un univers de coopération où les individus peuvent se réaliser. Donc, comme je vous le disais sur le timing, donc Juliette nous fera une présentation pendant 30-40 minutes et je vous invite à m'adresser toutes vos questions dans le chat que vous avez à votre disposition et j'adresserai toutes ces questions à Juliette dans une deuxième partie pour apporter les éclairages dont vous avez besoin. Et donc, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions ou autres problèmes techniques. Voilà, Juliette, je te laisse la main. Merci Sarah. J'apporte juste une petite précision sur la zone dans laquelle vous pouvez nous questionner. Je vous invite à utiliser le petit module qui s'appelle Q et R comme questions et réponses. Voilà, ça permettra de faire en sorte que Sarah puisse vous répondre facilement. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Juliette Brunery, donc je suis associée de la SCOP comme Sarah vous l'a dit. Et aujourd'hui je vous parle de gouvernance partagée. L'idée, c'est de vous partager ce que nous, on a compris de la gouvernance partagée et de l'illustrer avec des exemples de comment on le pratique au sein de notre entreprise. Donc, c'est plus un témoignage qu'un cours à proprement parler sur la gouvernance partagée. Jusqu'à présent, le monde s'est organisé en organisation pyramidale. J'aime bien l'image de ce film, Les temps modernes, avec Charlie Chaplin, qui met en lumière parfois l'absurdité qu'il peut y avoir dans des organisations où il y a plusieurs couches de management, avec des personnes qui sont là pour contrôler les autres. Donc ça, c'est une forme d'organisation qui émerge au début du XXe siècle. On est pendant le monde de l'émergence industrielle, et là, l'idée, c'est que la pyramide est très adaptée pour réaliser des travaux qui sont prédictifs dans des industries qui sont normées et qui ont besoin de produire à grande échelle. C'est là qu'on crée des postes pour contrôler le travail des autres, ce qu'on appelle aujourd'hui le management intermédiaire. Et on voit dans ces organisations qui sont souvent de grande taille que de nouveaux postes sont créés pour contrôler à nouveau ceux qui contrôlent ce qu'on appelle aujourd'hui les comités de direction. Ça, c'est un modèle qui fonctionne évidemment très bien quand on a besoin de développer une industrie à grande échelle, chose que le monde ne connaissait pas trop jusque-là. Dans les années 70, on voit l'apparition de quelque chose qui relève un peu plus de l'agilité avec le lean management et le design thinking. Ça se passe à l'époque du choc pétrolier, et là, c'est la fin d'une économie qui est stable et prévisible. Et les gens qui travaillent commencent à se questionner sur comment on pourrait faire pour concevoir et produire des choses qui sont utiles en économisant de l'énergie, en évitant de gaspiller du temps à produire des choses qui ne servent peut-être à personne. Et dans les années 90, on voit vraiment l'émergence des méthodes agiles. Je ne sais pas si vous connaissez cette philosophie. L'agilité, c'est vraiment l'ajustement permanent au changement, le fait d'être capable de reprioriser en permanence ce qu'on avait prévu et de se focaliser sur l'expérience utilisateur. C'est une méthode qui fonctionne avec des cycles de travail courts et des équipes qui sont en coopération permanente avec leurs clients et qui utilisent des outils de l'intelligence collective pour essayer de s'améliorer constamment. En ce qui concerne la gouvernance partagée, on a plusieurs synonymes de ce terme. Je pense que vous avez déjà entendu parler de la gouvernance en cercle ou de la gouvernance distribuée. Toutes ces choses-là sont des synonymes qui parlent de gouvernance partagée. On a plusieurs mouvances aujourd'hui qui sont la sociocratie, l'holacratie, et il y a un mouvement qui est en train d'émerger qui s'appelle la gouvernance cellulaire. Évidemment, comme je ne suis pas une experte en gouvernance partagée, je n'ai pas fait des recherches, j'imagine qu'il y a d'autres mouvements qui existent, et si vous en connaissez, vous pouvez les partager dans le chat, ça
permettra d'alimenter les conversations. En fait, la sociocratie, l'holacratie, la gouvernance cellulaire ont toutes pour point commun de fonctionner en cercle. La différence majeure qu'il y a notamment entre la sociocratie et l'holacratie, c'est la façon dont on pose une objection. En fait, dans ces systèmes de gouvernance partagée, il y a une façon de décider à plusieurs qui s'appelle soit la décision intégrative, soit la gestion par consentement. Dans les deux cas, on demande aux gens qui sont autour de la table, donc aux membres de l'organisation, de se positionner sur des décisions. Et pour qu'ils puissent se positionner, on utilise le système de l'objection. Je ne vais pas rentrer en détail sur comment fonctionne exactement la décision intégrative. Alyosha a un webinaire à vous proposer sur ce sujet-là dans quelques jours. Mais l'idée, c'est pour vous résumer la chose, c'est qu'une objection, ça sert à garantir que personne n'est contre. Donc, à la différence du consensus, où tout le monde est censé être d'accord, le consentement, ça dit que personne n'est contre. Et en sociocratie, la nature de l'objection dit, en fait, si j'objecte quelque chose, ça veut dire que je ne peux pas vivre avec. Donc, il y a une dimension qui est très personnelle et liée à l'individu. Alors qu'en holacratie, l'objection dit, est-ce que je pense que prendre cette décision fait courir un risque à mon organisation, ce qui est très différent. Là, on ne se place pas du point de vue personnel, on se place du point de vue en tant que membre d'une organisation. C'est une des raisons majeures pour lesquelles nous, à Semawi, on a choisi de pratiquer holacratie, parce qu'on se sentait tous, en tant qu'associés, beaucoup plus connectés à l'idée qu'on peut poser des objections au service de l'organisation et pas forcément en y apportant une dimension qui est plus personnelle. Les vertus que ça a vraiment dans les organisations, cette gouvernance partagée, c'est que le pouvoir d'agir et de décider se retrouve à tous les endroits de l'organisation. Là, j'ai mis versus codir, ça veut dire qu'en gouvernance partagée, on imagine que ce sont ceux qui font qui décident et que ça n'est pas un cercle de décideurs qui décident à la place de ceux qui font. Ça nécessite vraiment de mettre de l'explicite partout. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure quand je rentrerai plus dans les détails de quels sont les ingrédients de la gouvernance partagée en cercle. Mais l'idée, c'est vraiment de rendre visible tout ce qui se produit dans l'organisation, tous les rôles, toutes les prises de décision. Je tiens à préciser ce que ça n'est pas. Ça ne veut pas dire que tout le monde décide de tout, tout le temps, et qu'il y a une horizontalité totale sur tout. Dans une gouvernance partagée, il y a des leaderships à différents endroits. Et justement, l'idée, c'est de pouvoir dire que chaque personne, chaque rôle est leader de sa propre mission. Donc l'idée, c'est vraiment pas de dire que tout le monde décide de tout, tout le temps, et qu'on crée une organisation où il y a une énorme inertie et où les prises de décision sont très lentes. Au contraire, ce sont ceux qui font qui décident, et ça garantit une prise de décision plus rapide, plus opérationnelle, et surtout plus ancrée dans la réalité des choses, avec des imprévus, avec des aléas, avec des besoins de reprioriser. Donc la gouvernance partagée, en tout cas pour nous, dans notre scope, elle a vraiment cette vertu-là de nous amener vers une forme d'organisation qui nous permet d'être extrêmement réactifs et de prendre les décisions au bon endroit avec les bonnes personnes. L'holacratie, c'est directement un héritage de la mouvance de la philosophie agile. Ça a été inspiré aussi par la méthode GTD qui a été créée par David Allen, qui est une méthode de gestion de projet où l'idée, globalement, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là précisément, c'est de se reconnecter toujours à la raison d'être de ce qu'on est en train de faire et de s'organiser en conséquence. La méthode holacratie en elle-même, elle a été développée entre 2001 et 2006 par Brian Robertson aux États-Unis. Et en fait, elle est toujours en cours de test, elle est toujours en cours de remaniement et d'amélioration. D'ailleurs, il existe une constitution dans laquelle sont inscrites toutes les règles du jeu. Et la constitution actuelle, qui est en cours, a vocation à changer. Actuellement, il y a une version bêta qui est la 5.0 qui est en train d'être testée par la communauté des praticiens en holacratie, qui donnera naissance à une nouvelle version de la constitution. Donc vous voyez que c'est vraiment un modèle qui essaye d'être au plus près de la réalité des organisations et qui évolue de manière permanente. Il y a toujours les grands fondements qui restent les mêmes, mais il y a des nuances qui arrivent avec le temps et avec la pratique. Donc holacratie est définie comme un système permettant de disséminer les mécanismes de prise de décision au travers d'une organisation fractale d'équipes auto-organisées. Du coup, la promesse, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de pouvoir s'adapter au travail
avec une évolution constante, de pouvoir mieux gérer l'incertitude dans la mesure où ce sont ceux qui font qui sont capables de décider plus vite, et d'innover avec ceux qui font. Donc on utilise la force vive de ceux qui sont sur le terrain pour utiliser leur regard pour innover en permanence. Holacratie, ça vient du mot holos en grec. Un holon, c'est à la fois un tout et une partie du tout. Donc c'est vraiment ça qu'on retrouve dans l'holacratie. L'idée, c'est de s'organiser en cercles. Donc il y a des cercles avec des rôles. Et à l'intérieur de ces cercles, il peut y avoir d'autres cercles eux-mêmes composés de rôles. Un peu comme un organisme vivant, le corps humain par exemple, est composé d'une enveloppe charnelle. À l'intérieur de cette enveloppe charnelle, il y a des organes. Ces organes sont eux-mêmes composés de cellules et ces cellules sont elles-mêmes composées de quelque chose. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une organisation qui est composée d'entités qui sont à la fois autonomes et à la fois interdépendantes entre elles. Et vraiment, l'idée majeure que nous, on retient de ce concept-là, c'est qu'une organisation est quelque chose de vivant, qui est évolutif, qui bouge en permanence. Et une gouvernance en cercle, ça permet de faire bouger cette organisation en permanence, de l'adapter aux besoins. Donc avec une gouvernance qui évolue en permanence en fonction des aléas et des besoins qui émergent dus à un marché ou à un imprévu ou à un contexte comme le Covid, par exemple. Voilà, c'est vraiment cette idée-là que ce sont des cercles dans des cercles qui fonctionnent à la manière d'un organisme vivant. Donc je vous disais, dans la gouvernance en cercle, il y a des cercles. Là, je vous ai fait une capture d'écran d'un des cercles qu'on utilise dans notre gouvernance à nous. Là, en l'occurrence, c'est un cercle qui est dédié à un projet. On a pour projet d'écrire un livre en équipe pour parler de la coopération, de notre vision du monde du travail. Et c'est un projet qui a été suffisamment grand pour qu'on ait envie d'y consacrer une gouvernance qui soit explicite. C'est un projet qui nous demande du temps, qui demande de l'énergie à plusieurs membres de l'équipe, à toute l'équipe d'ailleurs, vu qu'on est tous les 6 impliqués sur ce projet-là. Et la meilleure façon pour nous de matérialiser le travail qu'on a à faire, ça a été de créer un cercle dans lequel on matérialise la gouvernance qui est nécessaire à la bonne gestion de ce projet en question. Un cercle n'est pas forcément dédié à un projet, ça c'est au choix de l'organisation. Un cercle peut aussi être dédié à quelque chose de plus grand. J'ai un autre exemple à vous donner. On est certifié organisme de formation, donc ça veut dire que régulièrement dans l'année, on donne des formations à nos clients. On a créé un cercle organisme de formation qui nous sert à gérer, à faire toute la gestion de ce pan-là de notre activité. Donc ça, c'est vraiment un cercle qui est dédié à quelque chose qui n'est pas vraiment un projet, mais qui est une de nos missions qui s'étale en permanence sur toute l'année et qui est une mission de long terme. Et dans ce cercle, on va retrouver des rôles structurels qui nous permettent de faire avancer le projet, comme le rôle formateur, on a mis de l'explicite sur ce qu'on attend du rôle formateur. Un rôle qualité, on a mis de l'explicite sur ce qu'on attend de ce rôle pour nous aider à nous améliorer de manière continue. On a créé un rôle qui s'appelle administratif, qui va nous servir à faire toute la gestion des conventions de formation, de la facturation, ce genre de choses. Donc les cercles sont vraiment à créer en fonction de vos besoins, sur mesure de votre organisation. En holacratie, chaque organisation a une raison d'être, chaque cercle a une raison d'être et chaque rôle a une raison d'être. Dans la Constitution, elle est définie comme affichée à l'écran. Donc la raison d'être de l'organisation, ça désigne le potentiel créatif le plus profond que l'organisation peut durablement exprimer dans le monde compte tenu de l'ensemble des contraintes auxquelles celle-ci est soumise et de toutes les choses dont elle dispose. Au sujet de la raison d'être, on en a parlé lors du précédent webinaire. L'idée là, c'est vraiment que quand on se lance dans quelque chose, quand on se lance dans un projet, quand on crée un cercle ou quand on crée un rôle, l'idée c'est vraiment d'aller se questionner sur la raison d'être de cette création. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce rôle? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce cercle? Et la raison d'être sert vraiment comme une sorte d'étoile polaire, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est cet idéal qu'on a envie d'atteindre? Et si jamais on l'atteignait, on n'aurait plus besoin de ce cercle, on n'aurait plus besoin de ce rôle. Donc l'idée, c'est vraiment de se projeter, c'est en gros, ça ressemble un peu à la mission ultime du rôle. Si ce rôle devait avoir une mission ultime, qu'est-ce qu'elle serait? Et ça, c'est vraiment un point de repère. Quand on énergise un rôle ou quand on crée un cercle, de jamais perdre de vue cette raison d'être. Ça nous permet de rester dans le chemin
dans ce fil conducteur qui a créé à l'émergence de ce rôle, à l'émergence de ce cercle. Et ça, c'est vraiment une notion qui est extrêmement importante en holacratie, parce que c'est ce qui nous permet de garder de la cohérence et de ne pas créer des rôles pour créer des rôles et d'inventer des nouvelles choses dont on n'a pas besoin. L'idée, c'est vraiment toujours de se connecter à la réalité du terrain, à la réalité de ce qu'on vit en tant qu'organisation. Là, je vous montre un exemple. Notre rôle stratégie éditoriale, qui est donc issu du cercle que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelle le livre. On a créé le rôle stratégie éditoriale avec une raison d'être, un livre cohérent, agréable à lire, impactant pour Semaoui. Ça, c'est l'objectif qu'on s'est fixé ensemble à la création du livre. On s'est tous mis d'accord sur à quoi devait servir ce livre. Et cette raison d'être-là, elle est portée par le rôle stratégie éditoriale. Ce rôle stratégie éditoriale, il a un domaine dédié. Un domaine en holacratie, ça veut dire que personne d'autre que ce rôle-là n'a d'autorité sur ce sujet. Donc le rôle stratégie éditoriale, c'est lui qui est en charge de la ligne éditoriale et c'est lui qui donne les directives de cette stratégie aux auteurs. Ce rôle, il a ce qu'on appelle des redevabilités. En holacratie, une redevabilité, c'est l'équivalent d'une chose à faire. Ça peut être une tâche très précise, comme ça peut être quelque chose de plus global. Dans notre histoire de praticien de l'holacratie, on a commencé avec des rôles où il y avait énormément de redevabilité, où on allait dans le détail du détail, parce qu'on avait besoin que l'explicite soit vraiment détaillé et qu'on soit tous sécurisés et rassurés sur ce que ça voulait dire. Et en fait, à force de pratiquer avec le temps, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller vers des redevabilités qui sont un peu plus hautes et un peu plus larges, pour notamment laisser l'occasion au rôle de s'auto-organiser comme il le souhaite et de la façon dont il pense que c'est le plus pertinent. Les deux sont compatibles pour des rôles qui ont des missions très précises à faire avec des enjeux de normes, de qualité, de process. On peut imaginer des redevabilités extrêmement précises avec des choses qui ne peuvent pas être faites d'une autre façon. Mais pour des rôles qui sont plus des rôles de pilotage ou de stratégie, on peut imaginer des redevabilités un peu plus hautes. Par exemple, là, on a une redevabilité, proposer un feedback au rôle auteur pour l'aider dans sa rédaction. On n'a pas détaillé quand est-ce que doit avoir lieu ce feedback, la façon dont il doit avoir lieu. C'est au rôle stratégie éditoriale de s'organiser lui-même pour déterminer quel genre de feedback il pense utile à faire au rôle auteur. Je vous fais un focus sur un autre rôle de ce cercle qui s'appelle le rôle auteur. La raison d'être de ce rôle-là, c'est un livre écrit. L'idéal qu'on veut atteindre, c'est un livre écrit à la fin du processus. Son domaine, ce sont les textes. Aucun autre rôle que le rôle auteur ne peut rédiger des textes pour ce livre. Et il a des redevabilités, suivre la ligne éditoriale, écrire les textes, relire les autres textes, citer ses références. Là, on est dans un niveau de granularité de la redevabilité qui est un peu plus précis. Et la vertu de fonctionner comme ça. On n'avait pas spécialement besoin de faire des redevabilités plus hautes sur ce sujet-là. Et là, vous voyez qu'on est plusieurs personnes à énergiser ce rôle. À droite, vous avez des petites images avec vos noms. On ne voit pas toute l'équipe, normalement on est tous les 6, mais là, ça vous donne une idée qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent énergiser un rôle et qu'un rôle n'équivaut pas à une personne. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir plusieurs rôles dans l'organisation. Un rôle peut être occupé par plusieurs personnes, mais les rôles et les personnes ne sont pas la même chose. Et ça, encore une fois, en holacratie, c'est une notion qui est très importante parce que ça permet de se détacher quand on a un besoin opérationnel dans l'organisation. On raisonne en tant que rôle et on s'adresse à un autre rôle et on ne s'adresse pas à une personne. Et ça permet vraiment de clarifier de quoi on a besoin. Est-ce que c'est un besoin qui relève vraiment de la mission de notre rôle et de son périmètre d'action, ou est-ce que c'est un besoin qui vient d'ailleurs? Et dans ce cas-là, ça donne une occasion de se pencher un peu sur ce besoin. Est-ce que c'est un besoin qui relève plus de quelque chose qui est de l'ordre relationnel, et dans ce cas-là, on va le traiter dans un autre endroit? Ou est-ce que c'est un besoin qui est vraiment lié à l'opérationnel, ce qu'on attend d'un autre rôle pour pouvoir soi-même avancer dans son propre rôle? À l'intérieur de chaque cercle, il y a un rôle leader de cercle. Ça, c'est une notion qui est très importante aussi en holacratie. Je vous le disais en introduction, holacratie, ça ne veut pas dire que tout le monde décide de tout le temps, et il y a des leaders, en l'occurrence des leaders de cercle.
Un leader de cercle, en fait, il détient la raison d'être du cercle. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'un rôle pouvait avoir une raison d'être et qu'un cercle pouvait aussi avoir une raison d'être. Eh bien, c'est au rôle leader de détenir cette raison d'être et de s'assurer que l'ensemble des rôles du cercle la respectent et l'ont bien en tête. Il a un domaine dédié, c'est l'affectation des rôles. Il n'y a que lui qui peut affecter les rôles dans un cercle. Affecter des rôles, ça veut dire mettre des personnes dans les rôles. Et il a toute une liste de redevabilités. Là, j'en ai sélectionné que quelques-unes. Pour vous donner un exemple, par exemple, sa redevabilité principale, c'est d'affecter les membres au rôle du cercle, c'est-à-dire que si si on crée des rôles qui sont vides et dont personne ne s'occupe, c'est la responsabilité du leader de cercle de s'assurer que ces rôles sont bien affectés. C'est ce qui permet à l'organisation de fonctionner. Il a aussi pour mission d'allouer des ressources disponibles au cercle pour les différents projets et rôles. Si un rôle vient le voir en lui disant là, j'ai besoin de temps de l'équipe pour mener à bien ce projet, ou j'ai besoin d'un budget pour pouvoir mener à bien cette action, c'est au rôle leader de cercle de décider si oui ou non c'est faisable et d'allouer ce budget au rôle qu'il a sollicité. Et enfin, une des 3 redevabilités qui sont vraiment importantes, c'est d'établir les priorités et les stratégies du cercle. Quand on est dans une organisation où il y a plein d'actualités, plein de choses à faire, un cycle de travail intense, le rôle leader du cercle, il est censé quand même donner une direction à son équipe, donc à son cercle dans lequel il y a ses rôles, et il est censé aider à prioriser et informer les membres du cercle pour que tous ces rôles puissent s'organiser ensemble de manière priorisée, un peu comme une constellation de rôles en fait, où chacun a des choses à faire, chacun sait ce qu'il a à faire, et chacun sait quelle hauteur de priorité il y a dans ses propres projets. Ensuite, dans un cercle, on a d'autres rôles qui sont des rôles essentiels au bon fonctionnement d'une gouvernance en holacratie. Ce sont les 3 rôles que vous voyez affichés là, le facilitateur, le secrétaire, le représentant de cercle. Tous ces rôles sont des rôles élus par le principe de l'élection sans candidat. L'élection sans candidat, c'est une notion qui est aussi importante en holacratie. C'est l'idée de dire que on compte aussi sur les compétences et les talents des personnes qui sont présentes dans l'organisation. Et le système de l'élection sans candidat permet vraiment de faire remonter la perception des membres d'une organisation qui vont élire la personne qu'ils pensent la plus adaptée pour énergiser le rôle en question. Donc ça a vraiment une vertu de donner un vrai pouvoir et une vraie cohérence à la personne qui est élue parce qu'elle a été élue par ses pairs en conscience et tout le monde a été d'accord pour élire cette personne sans qu'elle se soit autodésignée. Donc ça donne vraiment un pouvoir d'agir et une légitimité au rôle qui vient d'être élu. Je fais un focus sur le rôle facilitateur. Donc ce rôle-là, c'est un rôle qui fait partie de la pierre angulaire de l'holacratie. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un facilitateur? Parce qu'en holacratie, il y a des réunions, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Il y a 2 formats de réunions, le triage et la gouvernance. Et en fait, ce sont des réunions qui ont une méthode assez normée. Pourquoi une méthode normée? Parce que c'est dans ce cadre-là que la liberté et le pouvoir d'agir des rôles peut s'exprimer. Le facilitateur, il a cette mission-là. Il a la mission de faciliter les réunions du cercle, que ce soit des réunions de triage ou des réunions de gouvernance. Et il a la mission d'auditer les réunions et les registres des sous-cercles au besoin. Donc c'est dans sa mission aussi de dire est-ce que la gouvernance elle est conforme, est-ce que c'est cohérent. Le facilitateur a vraiment de l'énergie à impulser au moment des réunions, donc c'est lui qui donne les tours de parole, c'est lui qui est le garant du processus, et selon le niveau de pratique du groupe, il peut avoir une facilitation plus ou moins cadrée. Pour un groupe qui débute, en général, on a une facilitation qui est à la fois souple et cadrée pour que les personnes puissent comprendre les concepts qu'on leur amène et puissent faire évoluer leur posture. Puis après, il peut y avoir des phases où le facilitateur a une facilitation plus cadrée pour garantir le respect du processus, sachant que l'ensemble des membres le connaissent déjà. Et puis après, avec le temps, chaque organisation s'adapte et a une facilitation plus ou moins cadrée. Nous, à Semaoui, ça dépend vraiment des cercles. À l'heure actuelle, on a entre 6 et 7 cercles, je ne me rappelle plus le chiffre exact, mais ce qu'on a décidé en interne, c'est d'être plusieurs à pouvoir faciliter. Donc dans chaque cercle, on a un facilitateur différent. Ça n'est pas un rôle qu'on a dédié à une seule personne dans l'organisation.
Et ça a la vertu de nous faire avancer tous ensemble en même temps sur la modélisation de cette forme de gouvernance. Parce que quelqu'un qui a été dans la peau d'un facilitateur, déjà intègre beaucoup plus vite les notions qui sont demandées par la Constitution et l'holacratie, et peut, en tant que contributeur dans une autre réunion dans laquelle il n'est pas facilitateur, avoir cette conscience-là du rôle que joue un facilitateur. Donc ça, nous, c'est vraiment un choix qu'on a fait. On ne l'a pas fait tout de suite quand on s'est mis à pratiquer, mais au bout de quelques mois, dès qu'on a commencé à créer des sous-cercles dans l'organisation, c'est là qu'on s'est dit, on a envie d'être plusieurs à pouvoir faciliter et on a envie d'apprendre tous en même temps. Et ça, pour nous, enfin moi j'ai la conviction que ça a été vraiment le choix qui nous a permis d'aller vite dans notre apprentissage. Alors je ne dis pas qu'on est parfait aujourd'hui, mais on a quand même acquis une compétence et un niveau d'avancement dans la pratique parce qu'on a été plusieurs à faciliter. Et on a fait la même chose sur le rôle suivant, qui est le rôle de secrétaire, qui lui aussi est un rôle déterminant dans la pratique de l'holacratie. Le secrétaire, il est en duo avec le facilitateur pendant la réunion, et c'est lui qui doit organiser les réunions et saisir et publier tous les résultats des réunions. On utilise des logiciels qui nous aident à mener à bien ces réunions. Et le secrétaire, lui aussi, il est garant de la méthode d'une certaine façon, parce que si on a un doute sur la gouvernance ou sur la Constitution, c'est au rôle facilitateur de nous renseigner sur l'exactitude de ce que lui interprète. Donc il a une mission où lui aussi il est garant du processus. Et quand on facilite des réunions, ce duo facilitateur-secrétaire a vraiment une carte à jouer sur le fait de fluidifier la méthode pour que ça soit le plus agréable possible pour les gens qui sont présents dans la réunion et pour que les décisions qui soient prises soient limpides pour tout le monde et soient enregistrées quelque part et visibles. Tout à l'heure, je vous parlais d'explicite. C'est aussi dans les moments des réunions et dans le fait de bien saisir les prises de décision qui sont faites qu'on se donne les moyens de rendre sa gouvernance et son opérationnel explicite. Et c'est cette explicite-là la vertu principale d'une gouvernance en cercle, c'est que toutes les zones d'inconfort et d'incompréhension, elles finissent par remonter grâce à cette culture de l'explicite. Quand on n'est pas sûr de quelque chose, c'est qu'il y a un défaut d'énergie quelque part, il y a une chose dont on n'a pas assez parlé, un rôle qui n'est pas clair, un périmètre d'action qui n'est pas clair. Et en fait, holacratie permet vraiment d'aller traiter ce genre de tension. Les vertus qu'on en a tirées à Semawi, j'ai appelé ça pouvoir d'agir et self-management, ce sont des notions dont on parle beaucoup maintenant. C'est la première chose qui m'est venue en réfléchissant, c'est l'autorité et la responsabilité. En fait, comme on n'a pas de validation extérieure quand on énergise un rôle, on a toute autorité et toute responsabilité pour mener à bien les redevabilités qui ont été décidées par le groupe et qui correspondent au rôle qu'on occupe. Et ça donne vraiment un pouvoir d'agir et de self-management, c'est-à-dire qu'on est autonome dans la façon dont on gère son rôle. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il faut qu'on soit tout le temps seul, on peut se faire aider du regard des autres, mais c'est nous qui avons la responsabilité de s'assurer que notre mission, elle est bien menée à bien. Et ça donne un énorme pouvoir d'agir au rôle. Et du coup, aux personnes qui occupent les rôles. Ça donne un pouvoir et une liberté d'agir. En holacratie, il y a un principe fondateur qui est tout ce qui n'est pas explicitement interdit est autorisé. Donc ça ne veut pas dire que si ce n'est pas écrit dans votre rôle, vous n'avez pas le droit de le faire, au contraire. Et si quelqu'un ressent une tension au fait que vous ayez fait quelque chose d'une certaine façon, c'est de sa responsabilité de l'amener en réunion et de le rendre visible pour qu'on décide ensemble de est-ce qu'il y a besoin de réduire le périmètre d'action d'un rôle. Donc ça donne vraiment une liberté dans la possibilité de faire des choses, de mener à bien des redevabilités, parce qu'on sait que si personne ne nous l'interdit, eh ben, en fait, on a tout le périmètre d'action et la liberté d'agir comme on le souhaite dans ce qu'on considère comme utile pour son rôle. Ça a suscité aussi chez nous beaucoup de créativité et d'engagement. On est plusieurs à ressentir ça dans l'équipe. On nous a confié un rôle et en général, on est enthousiaste de mener à bien, d'énergiser ce rôle. Ça donne envie de réfléchir aux améliorations futures. Ça donne envie d'avoir une exigence sur la qualité de ce qu'on propose, une pertinence et une cohérence sur ce qu'on a envie de faire avec ce rôle.
Et comme on est seul responsable et on est seul à avoir l'autorité pour décider de qu'est-ce qu'on fait dans ce rôle-là, ben, c'est une porte ouverte à la créativité et du coup aussi à l'engagement. C'est-à-dire qu'un rôle qu'on énergise, ben, on a envie de le faire bien, ça nous plaît, on a envie d'avancer dessus. Et le jour où on sent que ça n'est plus juste pour nous, eh bien, on a l'occasion de le dire dans un processus qui est sécurisé. Et le premier lien peut avoir pour mission de donner ce rôle à quelqu'un d'autre. Donc, on a toujours cette flexibilité qui est possible, mais quand on est dans un rôle, on est vraiment à l'intérieur du rôle. Je vais accélérer un peu pour qu'on ait le temps de se poser des questions. Ça m'amène à une notion qui s'appelle la tension. On aime bien cette image de la corde qui se tend. En holacratie, on utilise ce vocabulaire-là. La tension, ce n'est pas du tout un mot négatif comme on peut l'imaginer dans la vie de tous les jours. La tension, ça désigne vraiment la différence entre ce qui est et ce qui devrait être. Et finalement, c'est l'énergie nécessaire au rôle pour atteindre l'objectif qu'il a envie d'atteindre. Et donc, dans une réunion, on peut amener une tension. Et pour résoudre une tension, il peut y avoir plein de façons différentes. Des fois, une tension, c'est juste « j'ai besoin qu'un autre rôle réponde à une question que je me pose et dont j'ai besoin pour pouvoir avancer ». Ou alors, ça peut être « j'ai besoin qu'un autre rôle prenne une action parce que l'action de mon rôle dépend de la sienne ». Ou j'ai besoin qu'on mette en place un projet plus gros parce que c'est quelque chose qui a été défini par le leader de cercle et que dans mon rôle, j'ai quelque chose à y faire. Voilà, la tension, c'est vraiment un défaut d'énergie quelque part pour atteindre un objectif. Ce qui m'amène au type de réunion. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, il y a 2 types de réunions, la gouvernance, le triage. Les réunions de gouvernance, c'est vraiment là qu'on encode les rôles et les cercles. C'est le moment où on se réunit, où on modifie, on ajoute, on supprime des rôles ou des cercles, on les fusionne, on fait ce dont on a besoin au fur et à mesure que l'organisation avance, la gouvernance avance elle aussi, exactement comme un organisme vivant. Et ça permet vraiment de clarifier quel rôle fait quoi, en fait. Quel domaine d'autorité on accorde à quel rôle, quel périmètre d'action, et qu'est-ce qu'on peut attendre de ces rôles. Et des fois, en cours de route, on se rend compte qu'on a oublié des choses, qu'il y a des choses importantes à ajouter dans certains rôles, et la prochaine réunion de gouvernance sera l'endroit exactement approprié pour parler de ça, mettre des mots là-dessus, et décider tous ensemble d'ajouter ou d'enlever certaines redevabilités à des rôles. Le deuxième format de réunion qu'on a, ce sont les réunions de triage. Là, ce sont des réunions qui sont vraiment opérationnelles. On traite de toutes les tensions opérationnelles. Donc, je rappelle, tension, pas quelque chose de négatif, mais un besoin quelconque. Et ça sert vraiment à faire avancer les projets et les actions. Ce sont des moments où les membres d'un cercle se réunissent et ça ne veut pas dire qu'on doit tout traiter, qu'on doit traiter tous les sujets opérationnels en réunion de triage. On a aussi l'espace de le traiter en direct avec les rôles dont on a besoin. Et l'idée, c'est pas du tout de dire on multiplie les réunions de triage et où on doit tous être là pour avancer tous ensemble sur l'opérationnel. L'idée, c'est pas du tout ça. On peut programmer des réunions de triage pour faire bouger l'opérationnel, comme on peut ne pas en programmer dans certaines périodes et faire confiance aux rôles pour s'organiser entre eux pour avancer ensemble. Je vous ai mis 2 références sur 2 logiciels qui permettent d'encoder la gouvernance et de prendre des actions ou des projets. C'est Holaspirit et Glassrock qui sont les 2 leaders sur le marché de la gouvernance en holacratie. J'ai terminé mon approche sur les fondamentaux et je suis disposée à répondre à vos questions. Merci Juliette d'avoir dressé ce premier panorama. Donc on a eu plusieurs questions de participants pendant la présentation, donc je les ai notées. Vous pouvez continuer à m'en adresser en utilisant le module de questions. Première question, si on revient un petit peu au sujet de type d'organisation, Amélie demande comment s'articule une organisation qui fonctionne avec une gouvernance partagée avec d'autres structures qui, elles, fonctionnent de manière pyramidale. C'est encore le cas d'une grande partie des organisations. Oui, alors c'est une question intéressante. En fait, ça dépend du type de relation que vous avez avec d'autres organisations. Par exemple, nous, ce qu'on aime bien faire à Semawi, avec certains de nos clients, on aime bien
amener des notions qui viennent de la pratique de la gouvernance partagée, comme justement la notion du triage, où on a une attention sur, par exemple, dans nos réunions clients, à traiter les sujets un par un et à éviter que tout se mélange, parce que l'holacratie permet ça aussi, c'est-à-dire de s'occuper de la personne qui a amené quelque chose et de ne pas prendre en compte les avis de tout le monde autour du cercle, parce qu'en fait, c'est pas l'idée, c'est pas ça qui permet d'avancer vite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà expérimenté avec nos clients et qui, en général, leur plaisent bien. Et on leur dit pas qu'on est en train de faire de l'holacratie, loin de là, mais par exemple, on peut s'en servir pour une réunion avec nos clients, utiliser la méthode du triage pour fluidifier, aller plus vite et avoir de la clarté dans la façon dont on a envie de traiter les choses. Donc, on se met dans une posture de facilitation en faisant ça, et ça nous permet d'avancer vite. Après, il y a d'autres organisations avec lesquelles on peut se rapprocher et dans lesquelles on peut sentir qu'il y a une culture et une envie d'aller vers ça. Évidemment, il faut que ces organisations puissent se faire accompagner, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on décrète en 5 minutes et qu'on peut adopter comme ça demande de la pratique régulière. Donc j'ai envie de vous dire que selon le type d'organisation avec qui vous collaborez, vous pouvez leur en parler ou non, mais évidemment que c'est compliqué de convaincre une organisation qui est totalement structurée sous une forme pyramidale. Ce qui peut être aidant, c'est d'être inspirant par l'exemple et par l'expérimentation. Mais je ne crois pas qu'on puisse amener une organisation à changer de registre si elle-même n'a déjà pas perçu l'intérêt qu'elle aurait à en changer. Merci. Une autre question assez macro, est-ce qu'on peut envisager une mise en œuvre partielle de cette gouvernance en fonction de la maturité de notre organisation? Alors, partielle, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des entreprises qui ont fait des tests comme ça de noyaux de pratique avec... je sais par exemple qu'Engie a une business unit où il y a 450 personnes qui ont décidé d'utiliser cette méthode de gouvernance. Et ce n'est pas pour autant que toute Engie a décidé de faire ça. Mais par contre, les personnes qui ont décidé de pratiquer, elles le pratiquent complètement. Et nous, on a déjà discuté avec des organisations qui nous ont fait remonter des concepts du type oui, nous, on pratique holacratie, mais bon, à notre sauce. Hein. On le fait à notre façon. On fait de la gouvernance, mais on ne fait pas de décision intégrative. Et moi, je pense vraiment que c'est un risque, en fait, pour l'organisation de se ralentir ou alors d'abandonner les choses au bout d'un moment, de consacrer une énergie colossale à quelque chose qui n'est pas fait dans les règles de la méthode qui est proposée. Et du coup, on perd une partie de la pertinence de la chose. Donc, je pense que c'est possible pour une organisation d'adopter holacratie partiellement, mais dans partiellement, j'ai une prudence, c'est à une petite échelle, mais pas tout le monde qui fait les choses à moitié. Et ce noyau de personnes, on peut imaginer qu'ensuite il va essaimer, qu'il va intégrer d'autres personnes dans sa pratique, qu'il y a d'autres services qui vont être inspirés, qui vont avoir envie de le faire. Et c'est comme ça que la mayonnaise prend et que ça se développe en fait dans l'organisation. Mais je crois vraiment qu'adopter la moitié de la méthode en se disant on la range à notre sauce, ça peut être vraiment problématique et créer presque de la défiance ou en tout cas une démission de certains membres de l'organisation. Merci pour cette question de l'échelle. On en a reçu une autre, à savoir est-ce qu'il y a une limite? Ce type d'organisation fonctionne jusqu'à combien de personnes? Alors en termes d'échelle, je vous dis ce que je sais de ce que j'ai lu et des témoignages que j'ai vus, parce que évidemment je ne fais pas partie d'une multinationale, donc je suis pas capable de vous dire exactement comment ça fonctionne, mais ce qu'on sait de ce modèle, ça me fait penser un petit peu à ce que dit Frédéric Laloux dans son livre Reinventing Organization, c'est que ces cercles fonctionnent avec des groupes de personnes qui ne sont pas des groupes énormes. Faire une réunion holacratie de gouvernance où on fait de la décision intégrative avec 70 personnes, ça n'aurait pas de sens. Par contre, on peut organiser l'organisation
en cercle qui sont composés d'un nombre de rôles suffisamment peu nombreux pour que ce cercle-là puisse fonctionner avec peu d'inertie et surtout de la réactivité et de l'efficacité. Donc je pense que c'est un modèle qui peut marcher pour des très grandes entreprises, mais il ne faut pas perdre de vue que la taille des cercles doit rester des groupes à taille humaine. Et Lalou, dans son livre, il parle de, je crois, des tailles jusqu'à 12 personnes, 12 à 15 personnes. Et l'idée, c'est d'essayer de ne pas dépasser cette taille-là. Alors j'imagine que des tailles plus grandes pourraient marcher, hein, comme je vous le dis, moi je ne l'ai pas testé dans une multinationale sur des tailles énormes, mais je pense vraiment que la mécanique et la philosophie d'Holacracy, je ne pense pas que ça a été designé pour prendre des décisions à 500 personnes. Merci. Une autre question concernant le leader de cercle. Si finalement si le leader peut décider seul du budget alloué, en quoi est-ce différent de l'organisation en pyramide, par exemple? Est-ce que tu as des éléments de réponse sur ce sujet de l'allocation des ressources? Alors le leader de cercle, on peut imaginer, alors déjà le leader de cercle, il est leader d'un cercle et ce cercle fait lui-même partie d'un autre cercle. Dans cet autre cercle, il y a d'autres leaders des autres cercles et le leader de sa propre organisation. En fait, l'idée, c'est pas forcément de dire que le leader de cercle est le seul à pouvoir décider d'un budget. C'est lui qui peut décider d'allouer ce budget et il peut faire remonter l'information au cercle en dessus pour dire dans le cercle prospection, on a un vrai besoin, on a un objectif, c'est d'augmenter nos ventes, on a mis en place tel projet et en fait pour mettre en place tel projet avec telle raison d'être dans tel objectif, on a besoin d'un budget, il faut qu'on en parle, il faut qu'on le définisse. Et en fait ça permet vraiment de mettre de la cohérence dans les actions et ça permet aussi de dire que en fait un cercle c'est comme une entité vivante qui fonctionne à plusieurs et il y a plusieurs périmètre d'autorité et un rôle qui a besoin d'un budget, il peut faire de la préco. Il a toute autorité pour dire moi je pense que le budget dont on a besoin c'est 15 000 euros parce que les actions qui sont prévues c'est ça. Leader de cercle, est-ce que c'est OK? Est-ce que tu peux m'allouer ce budget-là? Donc l'idée c'est de dire aussi qu'il y a quelque chose qui sécurise aussi parce que si tous les rôles commencent à pouvoir décider de tout l'argent que l'entreprise peut dépenser sans consulter personne et chacun dans son coin, on peut imaginer les catastrophes que ça pourrait faire. Donc l'idée, c'est pas forcément de limiter le périmètre d'action des rôles, c'est plutôt d'avoir une cohérence sur les décisions qui sont prises. C'est ça la différence que je vois. Et là, on n'a pas un leader de cercle qui va avoir son rôle prospection et qui va lui dire bon, bah, ton budget pour cette année, c'est 20 000 euros, qu'est-ce que tu peux me faire avec ça? Là, c'est plutôt l'inverse. C'est le rôle prospection qui va avoir son leader de cercle, qui va dire bah, d'après ce que je sais des priorités qui nous ont été données, moi, je t'amène ma compétence. Leader de cercle, je te dis, je pense que pour répondre aux besoins, il faudrait qu'on mette en place tel processus. Et en face, on aurait besoin de tel budget. Et en fait, ça change la polarité de la proposition. On utilise la compétence de celui qui fait plutôt que la décision de celui qui pense. D'accord, merci. Si on remonte un tout petit peu plus haut à l'échelle du cercle, une remarque qui nous est partagée, j'ai l'impression que ce mode de gouvernance nécessite une bonne connaissance de tout ce qui se fait, de l'organisation, de tous les projets, les rôles. Nécessite, oui et non. En fait, au début, c'est normal quand on commence à encoder notre gouvernance. Des fois, on se dit, bon, on commence par quoi? Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et en fait, c'est à force de le faire que les choses émergent. Et nous, dans notre histoire de Scope, au début, on avait juste un cercle dans lequel on avait tout mis. On avait mis tous nos rôles. Et on avait fait des rôles énormes. On avait fait un rôle communication, un rôle prospection. Et à force de pratiquer, on s'est rendu compte que dans ces rôles, il y avait plein de choses à faire. Et du coup, il y avait potentiellement plein de sous-rôles. Et qu'on pouvait faire de ces rôles des cercles. Et en fait, on n'a pas du tout besoin d'avoir une connaissance sur le bout des doigts de toute l'organisation et de qui fait quoi dans tous les sens. Et c'est d'ailleurs à ça que servent les réunions de gouvernance, c'est chacun peut y amener une tension en disant j'ai remarqué que je menais à bien une mission de façon quotidienne et je crois que ça nécessiterait qu'on crée un rôle pour ça, pour rendre explicite ce que je fais.
et pour être sûr que ça convient en gros à tout le monde et est-ce que je réponds bien à un besoin là. Donc en fait là, c'est une occasion de rendre visible petit à petit des choses qui existent dans l'organisation et parfois même d'imaginer, de remodeler un peu les procédures et les façons qu'on a de faire. Des fois, on se rend compte qu'il y a des missions qui sont attribuées à une personne qui sont peut-être des missions trop grosses et que ça peut être divisé et que ça peut être réparti dans l'équipe et qu'on peut susciter de l'entraide en créant des sous-rôles qui sont plus précis, qui ont des missions plus précises et qui ont toute autorité pour mener à bien cette mission très précise et qui du coup vont le faire avec tout leur enthousiasme et toutes leurs compétences. Et vraiment, je vous garantis qu'on n'a pas besoin de connaître l'ensemble de l'organisation pour démarrer un travail sur la gouvernance. D'accord, merci. Une question sur l'articulation des réunions. Tu as dit qu'il existait des réunions de gouvernance et d'autres de triage. Oui. Il y a une question qui est arrivée qui demande en fait pourquoi deux réunions distinctes et n'est-ce pas possible d'en faire une seule mais avec deux temps distincts? Alors, je vous ai qualifié la nature des réunions. Évidemment, vous vous organisez comme vous le souhaitez. Nous, on a fait la même chose. Au début, on avait tendance à faire le triage d'un côté, la gouvernance de l'autre. Déjà, le fait d'avoir deux natures de réunions, ça permet d'avoir deux postures différentes. On n'est pas du tout dans la même dynamique en gouvernance et en triage. En gouvernance, on est focus sur l'organisation, de quoi on a besoin pour qu'elle avance, comment est-ce qu'on peut le rendre explicite et comment on peut faire en sorte de prendre des décisions qui permettent aux membres de l'organisation d'être à l'aise et d'avoir quelque chose de clair sur qui fait quoi. Alors que le triage, on est vraiment dans l'opérationnel. Une fois qu'on a créé les rôles, c'est là qu'on a besoin d'avancer, de projeter des actions, de monter des projets et peut-être de demander des choses à d'autres rôles. Donc, ce n'est pas la même énergie. D'un côté, on réfléchit et on modélise. De l'autre, on fait et on se donne les moyens de faire. Mais rien ne vous empêche de vous prévoir un créneau dans lequel vous prévoyez les deux temps. C'est juste qu'il ne faut pas mélanger les deux. Il ne faut pas faire moi j'ai un point de gouvernance là, et puis après, moi j'ai un point de triage. En tout cas, ça peut mettre de la confusion dans le processus, surtout que le processus de facilitation n'est pas du tout le même en triage et en gouvernance. En gouvernance, on a la décision intégrative avec les réactions, les clarifications, les objections, alors qu'en triage, on n'a pas ce processus-là. Donc vous pouvez faire, selon vos besoins, 30 minutes de triage et 1h30 de gouv, ou l'inverse, et il n'y a pas de règle là-dessus. En tout cas, distinguer les deux temps est quand même important, même au sein d'un même créneau horaire. D'accord, merci. Il y a beaucoup de questions qui arrivent. J'ai mis un doute sur le fait qu'on arrive à toutes les traiter. Il y en a plusieurs sur la question de l'élection sans candidat. Tu nous as décrit le processus tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe si la personne élue ne souhaite pas le faire? Alors, on a en fait l'élection sans candidat, c'est un processus qui est très précis, qui a des règles très précises et qui prévoit ce cas de figure. Quelqu'un a parfaitement le droit de refuser d'être élu à un rôle si c'est pas juste pour lui ou elle. Et en fait, dans ce cas-là, on peut soit recommencer le processus, soit le facilitateur peut déplacer le vote vers une autre personne qui était ressortie dans les votes. De manière générale, c'est assez rare qu'il y ait une unanimité dès le début sur qui. Selon la taille du groupe, il peut y avoir un tiers sur une personne, un autre tiers sur une autre et un dernier tiers, ou moitié-moitié, ou deux personnes qui ont voté pour la même personne et 10 pour une autre. Il n'y a pas de règle établie là-dessus. Et rien n'empêche de recommencer le processus. Et en fait, ce qui est important dans ce genre de cas de figure, c'est de tenir compte du fait que la personne n'a pas le souhait d'endosser ce rôle. Et en fait, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que si on élit quelqu'un d'autre, cette nouvelle personne ne sera pas la bonne personne. Et en tout cas, il y a un espace dans l'élection sans candidat, il y a un espace prévu pour que la personne élue puisse dire non. Et dans l'élection sans candidat, il y avait une autre question. Est-ce que tu peux rappeler à quel niveau est-ce qu'elle se fait? Est-ce que c'est au niveau d'un cercle? Est-ce que c'est à chaque fois au niveau de l'organisation? Est-ce qu'on peut faire les deux? Comment ça se passe?
Alors oui, on peut faire les deux. En fait, quand on démarre une gouvernance en cercle, il faut bien commencer par créer un cercle, qui est le cercle qu'on appelle le cercle d'ancrage, le cercle de l'organisation. Et après, avec le temps qui passe, on crée de nouveaux cercles. Normalement, dans chaque cercle, on a des rôles qui sont censés être élus, donc les 3 que je vous citais tout à l'heure. Mais un cercle peut fonctionner sans l'élection de ces rôles. Tant que le cercle n'a pas demandé à élire les rôles, on peut décider de ne pas élire un facilitateur ou un secrétaire ou un représentant de cercle. Néanmoins, quand on débute, ça me paraît quand même indispensable d'élire des rôles qui vont endosser cette mission, parce que si personne ne facilite et personne ne secrétarise, l'adoption de la méthode va être beaucoup plus compliquée et beaucoup plus brouillon pour les gens qui la pratiquent. Donc normalement, il peut y avoir une élection sans candidat à chaque cercle, puisque chaque cercle contient des rôles élus automatiquement, secrétaire, facilitateur, représentant de cercle. D'accord, merci. Une autre question qui est un peu plus sur l'adoption de Holacracy. Comment est-ce qu'on peut gérer des personnes qui seraient réfractaires à ce type d'organisation? Les personnes peuvent perdre tous leurs repères et ne plus trouver de sens. Est-ce que tu aurais un éclairage à apporter sur cette question? C'est une bonne question. Alors, comme moi, je n'accompagne pas les autres organisations sur ces sujets-là, je peux vous donner mon avis, mais je ne peux pas vous donner un avis qui corresponde à une réalité pour moi. En fait, c'est évident qu'au début, il y a des choses qui créent... c'est vraiment un changement de paradigme de se mettre à pratiquer Holacracy. Et c'est normal qu'au début, il y ait des gens qui soient réfractaires. Et selon le profil de la personne, ça va plus ou moins vite sur l'adoption du modèle. Il y a un élément qui me paraît essentiel, c'est la conviction du leader de l'organisation sur l'adoption de la méthode. Si on a un leader qui est déjà démissionnaire de la méthode et qui n'a pas envie de soutenir l'équipe là-dedans, déjà, c'est un ingrédient qui va manquer vraiment pour le succès de l'adoption. Et ensuite, les personnes qui sont réfractaires, moi, je pense que les organisations, elles ont besoin de se faire accompagner sur ces sujets-là. Et on peut même imaginer des zones où il y a de l'accompagnement individuel sur ces sujets-là. Et après, il y a une chose qui émerge quand même souvent quand on pratique de nouvelles choses, c'est qu'à force de pratiquer, par l'expérimentation, il y a une dimension modélisante. Et cette dimension modélisante, elle va plus ou moins vite pour les personnes. Et des fois, quelqu'un qui peut être très réfractaire pendant les 3 premières semaines, au bout d'un moment, elle peut avoir un déclic et se dire « Ah mais oui, en fait, utiliser telle méthode, ça permet de faire la différence entre ce qui appartient aux autres et ce qui m'appartient à moi, d'aller plus vite. » Voilà, donc il n'y a pas que des... En fait, le rejet de la méthode, je pense qu'il peut être vraiment fonction des personnes, et il peut ne pas être figé dans le temps. Ça peut durer plus ou moins longtemps. Et parfois même, ça peut arriver tard dans le processus ou tôt, et il n'y a pas de règle, il n'y a pas de recette magique sur ce sujet-là. D'accord, merci pour cette précision. Une dernière question sur quelle articulation dans une organisation de type association, avec des élus au conseil d'administration et des salariés, faut-il tout repenser? Moi, je pense que c'est une méthode qui fonctionne pour les associations aussi. Et quelque part, c'est intéressant parce que comme Holacracy met de l'explicite, ça permet vraiment d'aller dans le fond des choses, de qu'est-ce qu'on attend des administrateurs, qu'est-ce qu'on attend des bénévoles, qu'est-ce qu'on attend des salariés, et quel niveau de contribution chaque rôle peut avoir dans l'organisation, et du coup, chaque personne qui énergise les rôles. Et je pense que la méthode est vraiment même adaptée dans ce milieu-là concrètement, parce que pour en avoir discuté plusieurs fois avec mon entourage où il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans de l'associatif, il y a souvent dans ce milieu-là des enjeux sur le leadership et sur la clarté de ce qu'on attend les uns des autres, avec souvent des gens qui sont porteurs du projet initial et qui ont carrément mis de leur personne dans le projet. Et Holacracy permet de prendre de la distance avec ça et
de réinjecter du pouvoir d'agir au rôle et de se détacher un peu des personnes. Et vraiment, le fait de mettre de l'explicite partout, bah, ça a la vertu de rendre, d'éviter plus de non-dits et d'implicites dans l'organisation. Donc moi, je pense que c'est vraiment une méthode qui s'adapte parfaitement au contexte de l'association, quel que soit le profil type des personnes qui la composent et le niveau d'investissement que les personnes ont dans l'organisation. Merci. On arrive au bout du temps que nous avions prévu et des questions des participants, si je ne m'abuse aussi. Je tenais évidemment à vous remercier d'avoir été aussi nombreux à participer et à proposer vos questions. Merci Juliette pour le temps que tu nous as accordé ce matin à partager ta propre expérience et ton témoignage sur la mise en œuvre d'une gouvernance partagée avec Holacracy. En tout cas, on serait ravis de vous accueillir à d'autres webinaires. N'hésitez pas à consulter le site de CEMAWI pour trouver les prochains créneaux ou prolonger ces discussions avec d'autres formats. Merci à tous, à bientôt. Merci.